Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Max Dubois. Vous avez probablement entendu parler de M. Max Dubois puisqu'il était au service de la République. Il a travaillé avec M. Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Et après 6 mois au poste de conseiller spécial, Bonjour M. Dubois et merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision. Mais écoutez, bonjour à vous, bonjour à Zouk TV, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, qui a France Antilles, parce que j'ai lu sur France Antilles, l'interview que vous avez donnée à France Antilles qui titre « Qui a eu la peau de Max Dubois ?» Est-ce que déjà, avant de dire qui a eu la peau de Max Dubois, on peut peut-être expliquer que les gens qui ne vous connaissent pas apprennent un petit peu sur vous, de ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé là, à l'Élysée, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un a voulu votre peau? Quelqu'un a voulu vous dégommer? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que il y a eu, je ne vais pas dire des malfrats, mais enfin, il y a eu quand même des gens qui ont senti qu'ils étaient en danger avec votre présence à l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu? Oui, bien sûr. Alors déjà, qui a eu ma peau, je vais vous répondre tout de suite. Oui. Les lobbies des puissances d'argent et les lobbies des puissances d'argent de la Martinique ont eu ma peau. Ça, c'est très clair. Donc, comme ils ont eu la peau précédemment de tas d'autres gens, Gégaud en son temps et quelques autres. Donc, à un moment donné, quand se lève un discours qui présente une position alternative sur la distribution économique des territoires d'outre-mer, les puissances d'argent installées ne le supportent pas, donc provoquent l'éjection des personnes concernées. Donc, je suis conseiller spécial du ministre Carenco et sur injonction des puissances d'argent, injonction directe et indirecte, enfin, etc., eh bien, je suis limogé. Voilà. Mais il y a des gens qui sont aussi puissants que ça à la Martinique pour pouvoir... on avait vu quelqu'un qui est entré à l'Élysée sans carte d'identité à l'époque. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, je crois que ça n'a pas changé. Je crois que effectivement, les lobbies martiniquais sont des lobbies d'une puissance inouïe aujourd'hui, parce que d'abord c'est ancestral, ça ne change pas les pratiques. C'est pas parce que parfois vous changez à l'intérieur les équipes politiques, mais globalement les très hauts fonctionnaires peuvent aussi durer dans le temps. On noue des amitiés. Puis il y a cette idée extraordinaire qu'il faut des champions. Il faut des champions. Et champions économiques. Alors les champions économiques de la Martinique, tout le monde les connaît, c'est le groupe Bernard Ayotte, donc il faut le citer quand même. C'est un groupe qui fait à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est tout de même pas rien. Et donc il est considéré comme un champion, et au fond, tout ce qui tourne autour de M. Ayotte provoque un très profond respect au sein de la République, et lui permet d'avoir effectivement de traverser toutes les couches. Il est chez lui, par exemple, Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, a reçu par exemple 7 fois Bernard Ayotte avec souvent un déjeuner en l'espace de quoi? Ça fait 6-7 mois ou 8 mois qu'il est au pouvoir. Donc, vous voyez, alors des chefs d'entreprise, il y en a quand même pas mal dans les territoires d'outre-mer. Donc pourquoi lui, avec une telle mansuétude, lui, et puis aussi par exemple Rodolphe Saadé ou les équipes de Rodolphe Saadé, président de CMA-CGM, qui sont aussi des grands habitués d'Oudinot. Donc il y a de toute évidence... Oudinot, c'est le ministère des Outre-mer. C'est le ministère des Outre-mer. Moi, j'ai été témoin de ça pendant des mois et des mois. Donc bon, c'est témoin offusqué, mais témoin. Où souvent, j'ai dit au ministre, mais pourquoi tu les reçois comme ça? C'est quoi les contreparties? Dis-moi les contreparties. Parce que quand on reçoit des gens comme ça, il y a des contreparties. Donc où sont-elles? Moi, je voudrais savoir où sont les contreparties. Les contreparties pour la République, les contreparties peut-être pour le ministre. Je n'en sais rien. Je l'accuse pas, je sais pas. Mais enfin, vous posez des questions. On peut quand même poser des questions. Et il a répondu sur ça, les contreparties? Souvent, la réponse, elle est assez simple, c'est que je comprends pas. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Jean-François Carenco est extrêmement intelligent, Max Dubois est extrêmement bête. Donc ça, normalement, devrait répondre à votre question. Voilà. Très bien. Alors, ces puissances d'argent, 7 milliards, M. Bernard Ayotte. Oui. Mais il y a d'autres personnes en Martinique et en Guadeloupe. Ils n'ont peut-être pas 7 milliards, mais ils ont quand même un poids financier.
Oui, alors ça justement, merci pour cette question. Parce que je crois qu'il faut à nos auditeurs leur expliquer un petit peu, ceux qui ont envie de comprendre un peu comment ça marche l'économie. Non pas que je me sente le prof de service, hein, mais en tout cas je peux témoigner de ce que je sais. Voilà. D'accord. Et vous étiez à la bonne place pour pouvoir nous en parler. J'étais quand même à la bonne place. Et puis, vous avez un passé aussi. Beaucoup me connaissent, savent le combat que je mène contre les monopoles et les oligopoles dans les territoires d'outre-mer, c'est pas nouveau. Mais donc, Monsieur Dubois, déjà sur ça, oui. La loi empêche ce monopole, normalement. Alors, c'est assez flou en réalité. Il y a la haute autorité de la concurrence qui est là et qui dit et qui fait en permanence des rapports. Moi, je suis concerné quand je vois les rapports. Ils me disent il ne faut pas que tel groupe puisse avoir plus, etc. Mais tout ça est traversé. Ça, c'est des déclarations. Et puis après, ces fameux groupes, ils arrivent avec toute leur puissance. Et puis l'État se courbe devant les lobbies. Quand vous avez un ministre, Carinco, qui est cul et chemise, avec les lobbies, avec Bernard Ayotte, avec Rodolphe Saadé, cul et chemise. Où est après sa capacité de différenciation vous savez, c'est compliqué. Il faut savoir parfois quand vous êtes ministre, garder un peu de distance. Mais bon, là, quand vous avez table ouverte, au bout d'un moment, on veut plus tout à fait clair. Donc voilà. Donc ça me choque beaucoup de voir un ministre cul et chemise avec les lobbies. Voilà. Alors pour répondre à votre question, comment ça fonctionne ? Vous avez des très gros groupes. Bon, après ce groupe, alors déjà, je vais dire à vos auditeurs quelque chose. Je n'ai rien contre Bernard Ayotte, rien. Vous ne m'avez jamais entendu m'exprimer en mal en face de Monsieur Bernard Ayotte, et ça ne peut pas arriver. Donc, j'ai rien à titre personnel contre Bernard Ayotte, strictement rien. Bernard Ayotte, c'est un chef d'entreprise. Et c'est un chef d'entreprise qui est un chef d'entreprise intelligent, extrêmement intelligent. Pour arriver à 7 milliards. Arriver là où il est arrivé, c'est quand même pas par hasard. Voilà. Donc ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est un champion, y en faut-il ? La réponse est oui. D'accord ? Bon, simplement, qu'est-ce qui se passe avec M. Bernard Ayotte ? C'est que il prend toute l'économie. Le ruissellement ne marche pas avec lui alors. Mais non, il n'y a pas de ruissellement. Moi, je vois bien comment ça fonctionne. Ils sont présents partout, dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité juteux. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il se passe que ce groupe et quelques autres groupes, mais celui-là est devenu tellement puissant, ce groupe, qu'il n'est pas dans l'économie de rente, mais qu'il est dans l'économie de domination. Et pourquoi j'emploie ce mot ? C'est parce que de très nombreuses entreprises autour, y compris des entreprises qui sont puissantes, sont des clients de cette entreprise-là et sont des fournisseurs de cette entreprise-là. Les relations clients-fournisseurs qu'il y a entre ces groupes-là fait qu'à un moment donné, il est tellement puissant qu'il a effectivement, quelque part, une portée qui est au-delà du simple rapport qu'il doit y avoir entre deux entreprises. Si, par exemple, vous êtes client de M. Ayotte dans un domaine donné, les matériaux, je ne sais quoi, et qu'il est tellement puissant dans ce domaine-là, même si vous êtes client quelque part, comme il est un peu le seul, je ne dis pas que c'est le cas, j'ai pris des matériaux, mais il y a des tas de choses. Je pense plutôt au béton, par exemple. Oui. Bon, vous dites, certes, je suis client, mais comme j'ai pas tellement le choix, finalement, pour trouver quelqu'un qui me serve, même dans une position de client où c'est moi qui paye, je suis dans une position finalement de faiblesse. Alors quand je suis fournisseur, autant vous dire que là c'est pire. Donc voilà. Donc c'est bien une économie de domination dans laquelle nous sommes et non pas une économie de rente. L'économie de rente, c'est la banane. Alors la banane, qu'est-ce que c'est ? Puisque ils m'ont dégommé à travers la banane. Oui, Banamart. Voilà, Banamart. Ouais. Donc ça, c'est différent. Là, vous avez 129 millions d'euros. Rendez-vous compte, à nos auditeurs, je dis ça, à nos téléspectateurs, 129 millions d'euros. Il y a beaucoup d'argent quand même, 129 millions d'euros. Bon, ces 129 millions d'euros, ils vont pour 95 millions d'euros à peu près sur la Martinique et puis 35 millions d'euros sur la Guadeloupe, à peu près. Donc la partie la plus importante va sur la Martinique. Et ces 129 millions d'euros, là, ils vont essentiellement dans quelques mains. En Martinique, 6-7 très gros producteurs qui récupèrent cette manne, puis après vous avez 320, et c'est même un peu moins, c'est moins de 300 maintenant, tout petits producteurs, mais qui
qui crèvent de faim. Ces gens-là, j'ai fait passer un poste, j'étais dans les plantations, puisque quand je viens ici, j'y vais. Les petits producteurs souvent m'appellent, me disent Max, est-ce que tu peux venir chez nous, etc. Bon, je suis allé dans une plantation, c'était au Lorrain. Je rencontre une dame qui produit quelques centaines de tonnes, un peu plus de 200 tonnes. Donc c'est pas grand-chose par rapport aux milliers de tonnes qui sont produites par d'autres. Bon, cette dame, elle me montre ses factures, elle doit des sous à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'est pas suffisamment payée. Et dans le champ, il y a une vieille dame qui est là, et ça m'émeut. Et je lui dis, mais bon, qui est cette personne ? Elle me dit, c'est ma maman. Et elle a 80 ans, et elle vient dans la plantation pour lui donner un coup de main, parce qu'ils n'ont pas les ronds pour aller chercher un ouvrier. Et derrière, on m'explique, Monsieur Gouillet vient m'expliquer, moi, qu'il y a de l'équité chez Banamart. Mais c'est pas vrai. Et le ministre Carinco, il cautionne ce truc-là en disant non mais tout va bien, non mais Max Dubois n'a rien compris. Il y a une distribution normale, mais Monsieur Carinco, Jean-François que je connais bien, vas-y toi dans les champs, tu as 70 ans, va dans les champs, va ramasser la canne, juste pour voir si c'est normal. Mais c'est insupportable. Vous vous rendez bien compte de ça ? Alors il y a une lettre qui a été signée par 15 administrateurs de Banamart, envoyée au ministère quelques jours avant, dans laquelle on dénonce vos prises de position. Pour vous, il est clair que c'est ce courrier qui a signé votre éviction. C'est évident. D'après ce que vous venez de dire. Non, mais c'est évident. Je suis en Martinique. Au truc de fonctionner, quoi. Je suis en Martinique. Des tout petits producteurs qui ne sont pas alignés sur Banamart, et il y en a beaucoup, sauf qu'ils n'osent pas le dire. C'est compliqué, parce que la puissance, quelque part, des quelques grandes familles qui sont là, elle est tellement importante que ceux qui sont là, ils n'osent pas. Et je comprends tout à fait qu'ils n'osent pas. Bon, il y a des petits producteurs qui décident de venir, de faire une opération. Au dernier moment, le ministre est obligé d'y aller, parce que bon, il faut bien y aller. Je suis crédité comme étant celui qui aurait fait cette opération en douce, ils écrivent. Mais non, pas du tout. Ils savent pas lire, ces gens-là. Le petit producteur en question, qui se trouve être Monsieur Zelela, je donne son nom, oui. Christian Zelela, qui me dit, moi, je veux organiser un truc. Qu'est-ce que je fais quand je suis en Martinique ? Je suis, à ce moment-là, encore conseiller spécial qualité. Mais quelle est ma première réaction ? Je dis à ce monsieur Zelela, Monsieur Zelela, vous venez à la préfecture et nous allons rencontrer ensemble la secrétaire générale de la préfecture. Donc j'ai pas fait un truc dans le dos là comme écrit Gouillet. Monsieur Gouillet écrit ça, mais il sait pas ce qu'il écrit. Il ne sait pas, Monsieur Gouillet, que Monsieur Zelela a été reçu par la secrétaire générale de la préfecture et que la secrétaire générale de la préfecture était parfaitement informée que Monsieur Zelela, avec quelques autres, Monsieur Joris et quelques autres, Monsieur Pavio, allait avec quelques autres créer une opération parce qu'ils avaient envie d'être vus par le ministre. Donc ça rend foudrage évidemment l'équipe de Monsieur Gouillet qui se dit mais comment on a osé faire quelque chose qui n'est pas contrôlé par Banamart, c'est inacceptable, vous comprenez? Donc derrière quoi? Un courrier gigantesque, courrier de 2 pages, 15 signataires m'accusant de tous les maux, notamment de ne pas avoir fait mes déclarations HATVP, m'accusant d'avoir monté dans le dos cette opération qui n'a pas été montée dans le dos, et puisque ça s'est fait aussi à la préfecture. Voilà, bon, alors, j'ai une information d'ailleurs pour Monsieur Gouillet et ses 14 corélégionnaires. Vous allez tous être convoqués au tribunal parce que j'ai décidé de porter plainte en diffamation contre vous, car vous ne pouvez pas, quelle que soit votre puissance, vous affranchir de la loi et de la règle. Et on ne peut pas traîner comme ça quelqu'un dans la boue. Voilà. Et quand je vois derrière le ministre qui courbe sous cette injonction et qui m'appelle et qui me dit « Mais Max, tu comprends, c'est compliqué, etc. » Mais non, il n'y a rien de compliqué, Jean-François. Tu es dans la main de ces gens-là, c'est tout. Vous n'avez pas peur pour votre vie, Monsieur Dubois? J'ai été menacé de mort. Je l'ai été. Donc que ça soit très clair et très entendu, parce que si un jour il m'arrive quelque chose, au moins vous saurez à peu près d'où ça vient. Vous savez, il y a quelques années de ça, il y a un journaliste qui a osé écrire contre ces gens de grands groupes et qui a été retrouvé mort sur la plage de 15 pilotes dans un sac. Écoutez, c'est dramatique. Je suis très conscient, j'étais très conscient des risques d'éviction que je prenais le jour où je suis rentré au ministère, parce que la question était de savoir si j'avais les coups des franches pour effectivement changer un peu le système, ou si j'avais été pris dans le ministère pour qu'on m'endorme et qu'on fasse fermer ma bouche. Vous avez compris que c'est difficile de faire fermer ma bouche. Bon, voilà. Bon, aujourd'hui... Alors finalement, c'était pourquoi? C'était la deuxième raison? Mais bien sûr.
Je pense que c'est impossible de. Moi, je suis un militant. En plus, je dépends pas j'avais jamais été. Moi, je suis pas un fonctionnaire. Je suis un petit chef d'entreprise. Je n'avais jamais été au service de l'État. Ça m'est jamais arrivé. Donc, quand ils m'ont demandé de rentrer, ça m'a surpris. Bon, c'est fait. Je suis allé. Avec plaisir. Il y a une tâche. T'es content d'y aller. Pas de problème. Mais bon, quand j'ai vu effectivement qu'au fond, probablement, la véritable raison de Carinco, c'était déjà de faire plaisir à ses amis en disant vous inquiétez pas, je vais le prendre avec moi, puis on va réussir à le calmer. Voilà, bon, je pense qu'aujourd'hui c'est cousu de fil blanc. Je suis très triste vis-à-vis de Carinco que je connais. C'est une infinie tristesse parce que bon, quand je vois un homme comme ça qui se met à ce point-là au service rampant de groupes d'intérêts économiques en oubliant l'intérêt général, ça me rend profondément triste. C'est pas l'image que j'ai de ce que doit être un grand serviteur de la République. Dites-moi, qui est-ce qui gouverne la Martinique? Qui est-ce qui... Quelles sont... je pense que... Ma question est peut-être pas bien posée, non, mais en fait... mais je la trouve au contraire très pertinente et très bien posée, si je peux me permettre de vous le dire. Moi, je crois qu'en Martinique, il y a, comme dans tous les territoires d'outre-mer, il y a 4 forces. Vous avez la force syndicale, les syndicats qui font ce qu'ils peuvent sur un certain nombre de sujets pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait quand même pas une dérive maximale. Vous avez l'État, qui est présent, très présent, surtout avec le préfet. Là, on a un préfet en ce moment, attention, on a un préfet, c'est un préfet, là, vous avez un préfet-gouverneur, là, qui est arrivé, là. Donc, bon, on va voir ce qu'on va voir avec le préfet Bouvier, attention, on va voir ce qu'on va voir. Voilà, donc la puissance de l'État. Et puis, vous avez, évidemment, derrière... la puissance financière. La puissance financière. Ça, c'est la 3e puissance, très importante. Puis, vous avez la puissance politique. Voilà, donc, je résume, les financiers, les politiques, l'État, les syndicats. Ça, c'est les 4 forces. Il y en a d'autres, parce qu'il en manque une très importante que moi, je veux faire monter en ligne. C'est la force citoyenne. Celle-ci, par contre, elle ne s'exprime pas. Il faut qu'elle s'exprime en dehors des simples consultations électorales. On y viendra si vous voulez. Mais déjà, la force citoyenne, il ne faut même pas voter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à se demander, est-ce que c'est les politiques qui gouvernent la Martinique, et depuis très longtemps, c'est pas d'hier, ou est-ce que ceux qui détiennent l'argent? Parce qu'on a des exemples qu'on pourrait citer, mais c'est pas la peine d'aller aussi loin. Si je parle de Génipa, tout le monde doit comprendre ce qui s'est passé à Génipa. Donc, on se pose ce genre de questions-là aujourd'hui. Qui a le pouvoir à la Martinique? Je pense aujourd'hui clairement que déjà le pouvoir économique à la Martinique, détenu en gros par les puissances d'argent martiniquaises, et au sommet des puissances d'argent martiniquaises, Bernard Ayotte, c'est très clair. Donc c'est un acteur fondamental, mais c'est pas un acteur non plus. Encore une fois, je profite de ce que vous me donnez de temps d'antenne pour dire que Monsieur Bernard Ayotte, il a fait plein de choses bien. J'ai pas de problème avec ça. Je dis qu'il bouffe tout. Je dis pas que il faut qu'il bouffe plus rien. Voilà, je dis simplement il prend tout. Enfin, il prend trop, beaucoup trop. Voilà. Parce qu'en face, l'État ne fait pas ce qu'il faut. L'État fait même ce qu'il faut pour lui en donner encore plus. Donc voilà. Donc ça colle pas. Donc du coup, ça fait la distorsion qu'on disait tout à l'heure. Vos jeunes vont faire leurs études à l'extérieur et vos jeunes diplômés, la perle de nos territoires, nos jeunes diplômés, ils reviennent pas parce qu'ils n'ont pas de capacité sur place à trouver un développement économique qui ne passerait pas par les fourches caudines des puissances d'argent de la Martinique. Et que par ailleurs, on trouve ailleurs. Martinique, c'est les mêmes. Vous savez, aujourd'hui, ces groupes-là, ils sont très présents à Mayotte, ils sont présents à La Réunion, ils sont présents de partout. Dans tous les territoires d'outre-mer, ils sont présents. Oui, voilà. Parce qu'il y a quelques mois de ça, à La Réunion, il y a eu un scandale parce que le gouverneur Ayotte a racheté... a racheté Vendémia. Voilà. Vendémia, c'était Casino. Il a racheté. Il a dû revendre 4 magasins. Les 4 magasins qu'il a revendus étaient très très bien choisis, ceux qu'il avait à revendre. Résultat des courses, 3 ans plus tard, 130 millions d'euros de pertes dans ces magasins. L'État a fait encore une gomme, parce que l'État, c'est difficile de trouver des gens, demander des sous pour les gens, on va y revenir. On ne trouve pas. Mais par contre, là, effacer une ardoise sur 85 millions d'euros entre l'État et les banques qui ont été effacés pour qu'un autre groupe vienne reprendre les magasins que Ayotte, qui du coup n'a aucune responsabilité. Lui, il a dit, l'autorité de la concurrence me dit, vous avez le droit de racheter Vendémia, mais vous devez vendre des magasins. Il a vendu des magasins.
Terminé. Si les acheteurs derrière de ces magasins n'ont pas su faire, c'est pas son problème. Le résultat, c'est que nous, on avait dit, moi j'étais monté en ligne très fortement il y a 3 ans là-dessus en disant, ça va se passer comme ça s'est passé comme ça, et à la fin c'est l'État qui prend une grosse gomme et qui gomme 85 millions d'euros. Alors l'État va gommer 85 millions d'euros de dettes, mais mes petits producteurs de bananes derrière, qui doivent des ronds au social, qui doivent des ronds aux impôts, eux par contre, on vient les chercher, ils reçoivent des coups de fil. Bonjour monsieur, bonjour madame, dites-moi, vous avez 3 000 euros de retard, comment comptez-vous vous y prendre? Des gens qui n'ont pas un sou. Vous voyez? Donc là, par contre, l'État fait du recouvrement. Hein, mais pour ce qui est de la dette là qui aurait été fabriquée, alors, Bernard Ariotte, il est pour rien. Il a cédé 4 magasins. Il savait très bien ce qu'il cédait. Hein. Alors voilà, ces 4 magasins viennent d'être repris maintenant par un groupe qui est un groupe qui vient de Maurice. J'espère que ce groupe va pouvoir, c'est un groupe solide, donc j'espère qu'il va pouvoir, et puis surtout du métier, ce qui n'était pas le cas avant, j'espère qu'ils vont pouvoir redresser. Mais je voudrais aussi parler du projet, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Parce que tout ça, c'est quoi? Donc, pourquoi je suis dans ce dispositif? Parce que je pense qu'il y a 3 éléments fondamentaux. Je voudrais revenir avec vous sur un élément fondamental qui est la surrémunération. La surrémunération, il faut lever des tabous. Vous avez remarqué qu'au cours des dernières élections présidentielles, mais les dernières, les 4-5 dernières, personne ne s'est mis en tête. Pas un seul des candidats qui est devenu président de la République ou qui n'est pas devenu président de la République a mis en cause la surrémunération. Personne. Bon. La surrémunération, je vais vous dire ce que j'en pense. La surrémunération, elle a provoqué le consentement à payer les produits, puisque les gens qui ont des trucs à vendre vont les vendre à ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat. Ouais. Donc c'est le consentement à payer. Ça fait monter la valeur des produits, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Aujourd'hui, c'est comme ça. Personne ne reviendra sur la surrémunération. Donc moi je vous dis de manière très claire aujourd'hui, il ne faut pas revenir sur la surrémunération et il faut considérer que la surrémunération c'est la rémunération. C'est ça qu'il faut considérer. Et que par conséquent, tous ceux qui sont en dessous de la surrémunération sont dans la sous-rémunération. Ouais. Ça, c'est la première chose. Donc, on a fait une étude, à un moment donné, hein, dans l'association REDOM que je présidais avant de rentrer dans ce cabinet. Et cette association a fait une étude avec des gens très solides qui ont fait l'étude, étude totalement disponible. Et j'avais donné 2 attendus aux économistes qui ont fait l'étude, on l'a fait avec eux, c'est de dire, premièrement, il faut remonter les salaires les plus bas de 20%. Pourquoi 20%? C'est parce qu'à peu près tout le monde s'accordait à dire que c'était ça l'écart qu'il y avait de prix entre la France hexagonale et puis la France des océans. Bon, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ces 20%, je ne les ai pas inventés. C'est l'INSEE, c'est l'IEDOM, et puis c'est les différentes missions parlementaires qui ont eu lieu. Il y en a une en ce moment, on verra ce qu'elle dit. Donc, chiffre de 20%, il faut remonter les bas salaires de 20%, premièrement. Deuxièmement, derrière, j'avais dit, il ne faut pas que ça coûte 1 centime aux entreprises. Pas 1 centime, car aucune entreprise dans les territoires d'outre-mer n'a les moyens aujourd'hui de supporter une augmentation de 20%. Bon, donc combien ça coûte? On a fait le travail là-dessus. Ça coûte 500 millions d'euros. D'accord? Pour 500 millions d'euros, vous augmentez les salaires de 20%. Alors, comment vous faites? Vous prenez, vous découpez en déciles les salaires, hein, et puis vous dites, les 3 premiers déciles, les gens, ils ont le SMIC, à peu près 1300 euros. Soit dit en passant, 1300 euros, et si ça coûte 20% plus cher, ça veut dire que le SMIC serait en France hexagonale 1300 euros moins 20%. Donc, d'à peu près 1000 quelques euros. Hein, d'accord? Donc, pas loin du seuil de pauvreté. Ça veut dire que quand vous êtes ici à 1300 euros avec la cherté de la vie, vous êtes au seuil de pauvreté ou très légèrement dessus, ce qui n'est pas acceptable. Donc, on a dit, ce qu'il faut, c'est que les 3 premiers déciles aient les 20%. Le 4e décile, 18%. Le 5e décile, 16%. Jusqu'au bout de la chaîne, parce qu'il n'y a pas de raison d'augmenter, par exemple, de 20%. Quelqu'un qui est au 9e décile et qui gagne 6 ou 7 000 euros par mois. Donc, lui, il aura une petite augmentation pour garder la valeur de l'échelle des salaires. Donc, ça, c'est possible. Ça coûte un peu moins de 500 millions d'euros. Mais ça rapporte. Pourquoi? Parce que ça crée de l'emploi, tout de suite. Pourquoi? Parce que les gens à qui vous avez donné cet argent, c'est ceux qui ont le moins. Les gens qui ont le moins, j'ai pas entendu dire qu'ils allaient prendre des vacances aux Bahamas parce que vous allez leur donner 20% de plus sur 1300 euros. Ils vont gagner 260 euros de plus. Il n'y a pas de quoi partir aux Bahamas. Ils vont donc acheter les biens de consommation courante dont ils ont besoin et qui leur manquent aujourd'hui. Faire réparer la voiture qui attendait un peu, enlever le scotch du phare arrière et peut-être avoir un phare neuf. Peut-être acheter aussi à la maison ce qui manque, etc. Puis se nourrir un peu mieux. Donc l'argent reste à l'intérieur du territoire. Si l'argent reste à l'intérieur du territoire, l'argent est vertueux parce que ça va créer des emplois. Et globalement, ces 500 millions d'euros que vous mettez, ils deviennent à peu près 800 millions d'euros de création de richesse au total. Ça commence à devenir intéressant.
Vous avez donc des gens qui vont travailler un peu plus, et vous allez payer de la taxe, puisque vous allez créer de la valeur ajoutée. Donc, le financement de ces 500 millions d'euros est en grande partie assuré parce que vous payez moins de chômage, il y a des gens qui ont plus d'intérêt à aller travailler parce qu'ils sont mieux payés, d'accord ? Et puis, vous créez de la taxe. Donc, ça fonctionne. Quand je vais voir Carenco pour lui dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire, je suis fou. Tout à coup, je suis fou. 500 millions d'euros, attends, il faut les rapporter du budget de l'État. Pour les Outre-mer, c'est à peu près 25 milliards d'euros. Regardez ce que pèse 500 millions sur 25 milliards. C'est un 50e. Donc, on n'est quand même pas en train de parler d'un truc qui va faire trembler la Maison France, d'accord ? Mais je suis fou. Dans le même temps, vous avez M. Saadé. M. Saadé vient d'arriver, là, au mois de février, nous expliquer que son groupe avait gagné en bénéfice, 24,3 milliards d'euros. 24,3 milliards d'euros. Pour ceux qui nous écoutent, c'est qui ce monsieur ? Saadé, c'est le patron de CMA-CGM, d'accord ? Bon, donc c'est-à-dire, c'est la personne qui vous amène les containers, c'est la personne qui facture ici l'importation des produits, d'accord ? Donc c'est important, ça a un coût dans la valeur, dans la chaîne de valeur, il pèse. Bon. Monsieur Saadé, c'est un pilote extraordinaire. Il est comme monsieur Bernard Ayotte. Ce sont des gens très intelligents. Donc monsieur Saadé n'a pas découvert en février 2023 qu'il gagnait autant d'argent. Le 1er janvier 2022, quand il a commencé son bilan, tous les jours, il voyait bien qu'il gagnait autant d'argent. Bon, moi je dis un jour à Carenco, je lui ai dit, Jean-François, comme encore aujourd'hui, en gros, les containers sont facturés encore à peu près une fois et demi ce qu'ils étaient facturés avant le Covid. Donc, il n'y a rien qui justifie, puisqu'il y a autant de bénéfices, il n'y a plus rien qui justifie qu'on applique un coefficient de 1,5, dire qu'un container qui coûtait 2000 va se mettre à coûter 3000, il n'y a rien qui justifie ça. Je dis dans l'épaisseur du trait, pour simplifier. Voilà. Et pourtant, il continue à le faire. Donc je dis à Jean-François Carenco, mais il faut demander à Monsieur Saadé, puisqu'il vient régulièrement au ministère, puisque vous êtes proche. Quand on est proche, on dit à ses amis, il faut me donner un coup de main. Je suis ministre des Outre-mer, aide-moi à réduire l'augmentation des prix dans les territoires d'Outre-mer. Donc il faut lui demander de revenir avant. Et là, il me dit quoi ? Il me dit, ah mais t'es fou. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je demande 500 millions d'euros pour augmenter les bas salaires, je suis fou, et je demande à ce que M. Saadé revienne, parce qu'il gagne 24,3 milliards d'euros, je demande à ce qu'il revienne au prix d'avant Covid, je demande même pas moins, et là je suis encore fou. Vous voyez, je suis fou aux deux bouts de la chaîne. Et c'est ça qui peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc ça, il faut faire ça. Le deuxième point que je veux développer avec vous, c'est la concurrence. Il faut aujourd'hui dire à tous ces grands groupes, vous ne pouvez plus, dans une géographie, ce qu'on appelle une géographie, c'est les territoires, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion, etc. On appelle ça une géographie, c'est pas très joli, mais ça s'appelle comme ça. On ne peut pas, dans une géographie, faire plus que 30% du chiffre d'affaires que nous devons faire dans un métier donné. Vous avez un gars qui fait, par exemple, qui vend des autos. Quand il vend des autos, il ne peut pas avoir plus que 30% de part de marché de la vente des autos. Or, certains groupes ont des parts de marché qui sont à 50% de la vente des autos. Si il vend 50% des autos, il vend à minima 50% des pièces détachées, 50%, etc. Vous savez quelque chose, les prix des pièces détachées automobiles sont à peu près 4 fois plus élevés dans les territoires d'outre-mer qu'ils ne le sont à Paris. Il n'y a rien qui justifie ça, si ce n'est se goinfrer encore et toujours. Vous voyez ? Donc nous, on dit, il faut réduire. Donc ça a créé de la concurrence. Parce que si vous augmentez de 20% les salaires, la première chose qu'ont fait ces très grands groupes, c'est qu'ils vont progressivement essayer de monter un peu leur prix pour récupérer cette manne et augmenter encore et toujours leur bénéfices. Donc il faut la concurrence. Et enfin, le dernier point qu'il faut mettre en place, il faut redonner aux citoyens la capacité de contrôler tout ça. Il existe les OPMR, c'est-à-dire les OPMR, c'est un office qui permet aux citoyens de contrôler les marges, le M et les revenus, les prix. Donc on contrôle les prix et les marges. Donc quand on contrôle les prix et les marges, on peut aller dans les magasins et aller vérifier que tel produit, tiens, il est en train d'augmenter. S'il augmente en même temps chez les autres concurrents, bon, il faut savoir pourquoi. C'est peut-être parce que il y a une inflation importée, c'est-à-dire qu'on se mettrait à payer plus cher les produits. La guerre d'Ukraine, par exemple, a fait monter le prix des céréales, très bien. Bon, ça monte pour tout le monde, tout ce qui est céréales monte, tout le monde comprend. Mais ça peut être aussi parce que, à un moment donné, il peut y avoir. Voilà, n'existe pas toujours, mais vous remarquez bien que si vous avez plus de concurrents, l'entente est de moins en moins possible.
hein, d'une part, et d'autre part, si vous avez les citoyens qui sont là dans leur rôle, c'est-à-dire, ça existe, hein, l'OPMR, mais moi je dis qu'il faut renforcer les pouvoirs des OPMR, réellement, et pas donner ça dans les mains du préfet, pas donner ça dans les mains du politique, qui fait déjà beaucoup de choses très occupées, encore moins donner ça dans les mains, évidemment, des puissances d'argent, mais donner ça, c'est un rôle citoyen, d'aller vérifier ce que, voilà, vous voyez, après on peut se poser des questions, à un moment donné, il y a une pénurie d'huile, donc moi j'avais dit, j'étais à la Réunion à ce moment-là, et je convoque les grands transporteurs en leur disant, j'ai monté les prix, il y a une pénurie d'huile, et il y en a un qui me dit, bah, monsieur, il y a peut-être pas d'huile dans les magasins, mais sur le port, il y a beaucoup d'huile dans les containers. Donc il y avait aussi une forme de spéculation qui était faite. Parce qu'il y a tellement d'argent disponible qu'ils peuvent garder des produits le temps que ça monte. Ça existe aussi. Donc après, alors je cible personne, car évidemment, personne n'a jamais fait ça. Vous l'imaginez, c'est l'horreur. Hein, mais en tout cas, ce sont des comportements qui m'ont été rapportés. Alors un mot sur quelque chose qui préoccupe beaucoup Béatrice Bellé, c'est... qui est chroniqueuse dans une émission conférence de télévision qui s'appelle Le Kiosque. Elle parle beaucoup de cette relation entre la France et la Corse, et la France et la Martinique, sur le prix, la tarification des billets d'avion. Et on n'a pas du tout le même... On n'a pas... Comment ça s'appelle encore, mon Dieu? J'ai oublié le terme. Mais enfin... On donne de l'argent à la Corse. Oui, pour la continuité territoriale. La continuité territoriale. Oui, oui. Alors ça c'est quand même un gros problème pour nous à la Martinique. Ben, je crois déjà qu'il y a deux problèmes. C'est d'abord le coût des billets. Ça, c'est très important. Là, on est dans une situation qui est une situation difficile. Vous avez une compagnie qui est très bien gérée, qui est Corsair, enfin Air Austral, pardon. Pardon, je vous dis des bêtises. Air Caraïbes. Air Caraïbes. Air Caraïbes, ça marche. Hein, Monsieur Dubreuil, grand gestionnaire, il gère très bien son affaire. Donc lui, il a réussi à traverser les périodes difficiles. Vous avez Air France. Air France, bon, c'est l'État. C'est l'État, voilà. Puis après, vous aviez Corsair. Je dis vous aviez parce que Corsair est en situation extrêmement compliquée. Depuis que Corsair est sorti du giron de TUI il y a quelques années, c'est une affaire compliquée. Mais ces trois opérateurs sont fondamentaux parce que si vous n'avez plus que deux opérateurs, vous êtes en situation de duopole et encore une fois, le capitalisme étant ce qu'il est, et pourquoi pas, il va chercher à augmenter ses prix. Et quand ils sont plus que deux, c'est beaucoup plus facile à s'entendre que s'il y a un troisième larron qui vient essayer de tirer son épingle du jeu. Donc, le fait déjà d'avoir de nombreuses compagnies qui desservent nos territoires, c'est absolument essentiel. Parce que ça joue sur le prix du billet. Donc la première chose qu'il faut faire, il faut permettre à d'autres compagnies de venir se poser sur nos territoires. Ça, c'est la règle de la concurrence. C'est fondamental. Il faut voir arriver ici des queues d'avion avec des noms différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'étais allé faire une étude il y a quelques années en arrière aux Canaries. Quand vous allez sur certains aéroports des îles Canaries, vous avez 15 compagnies qui atterrissent. Donc 15 compagnies, elles se tirent la bourre, comme on dit, d'une manière. Voilà. Là, ici, les nôtres, pas. Donc si vous avez une compagnie comme Corsair qui disparaît, vous êtes en face d'un duopole qui sera Air Caraïbes et Air France. Donc les prix vont monter. Donc la première chose pour faire baisser les prix, la toute première chose déjà, c'est d'avoir de la concurrence. Il faut arrêter de continuer à donner le ciel à quelques-uns pour qu'ils viennent y faire des bénéfices excessifs pour couvrir peut-être des pertes qu'ils auraient ailleurs. Mécanisme que nous connaissons bien. Oui. Donc il faut arrêter, en d'autres termes, et d'une manière générale, de considérer les territoires d'outre-mer comme des variables d'ajustements économiques, ce qu'ils sont depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, et qu'ils sont encore aujourd'hui. D'accord ? Bon. Deuxième point derrière. Citoyen, jusqu'à plus en plein... Moi, je suis tout à fait respectueux de l'autodétermination. Les gens qui veulent s'autodéterminer, c'est normal, ces citoyens-là. Jusqu'à maintenant, la Martinique est inclue dans l'espace France. D'accord ? Donc, à mon sens, je suis citoyen français, vous êtes citoyen français, à mon sens. Oui. Donc, ça veut dire que, normalement, vous devriez bénéficier des mêmes avantages, des mêmes droits, des mêmes devoirs également. Mais je sais que vous vous acquittez de vos devoirs, donc vous devez avoir les mêmes droits. Notamment, vous acquittez des devoirs devant l'impôt, donc vous devez avoir aussi les mêmes droits. Donc, du coup, si vous avez les mêmes droits sont les mêmes droits. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, faire les frais d'une politique très ancienne qui a consisté à mettre en place un système qui est quasiment oligopolistique dans le transport. Parce que si depuis des années, on avait fait, comme on a fait aux Canaries, et qu'on avait autorisé l'arrivée de tas de compagnies
derrière, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui cette situation. Par conséquent, effectivement, il faut assumer. Il faut que l'État assume la continuité territoriale. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et je vais dire quelque chose, parce que j'entends déjà les critiques qui sont derrière. On dit, ah oui, Dubois, il comprend rien. Parce que, évidemment, on fait venir des compagnies, mais on a essayé, puis évidemment, elles sont arrêtées parce qu'il n'y a pas assez de touristes. Eh ben oui. Et là, il y a encore une clé. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de développement touristique? Vous avez précisément ces grandes entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent une forme d'autophagie financière. Elles utilisent tout l'argent disponible, le revenu disponible, elles prennent le maximum d'argent sur le revenu disponible des gens pour leur vendre des biens de consommation courante et des automobiles. D'accord ? Mais pourquoi ces gens-là, qui sont à la tête de ces très grandes entreprises dont on a vu tout à l'heure, et on a salué, vous et moi, la compétence de ces gens-là, pourquoi ces gens-là vont pas mettre un peu de sous pour dire on va développer le tourisme dans nos territoires d'outre-mer? Parce que là, ils iraient chercher à l'extérieur de la richesse qui rapatrierait sur nos territoires. Mais ça, ils ne le font pas parce que ça, c'est compliqué à faire. Et là, on n'est pas sous la rente. Et ça coûte. Donc, du coup, on n'y va pas. On va que dans les secteurs qui sont ultra protégés. Et les quelques-uns qui se hasardent à avoir des hôtels sont des situations difficiles. L'hôtellerie dans les territoires d'outre-mer, c'est très compliqué aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, il faut effectivement se débrouiller pour ramener le plus possible, voir ensemble ce que peut être le secteur touristique. Est-ce que certains territoires sont prêts à accueillir des touristes? Si d'autres ne le sont pas, moi, j'ai pas à décider à la place des Martiniquais, des Guadeloupéens, des autres. Mais s'il se trouve qu'il peut y avoir des gens qui se disent, tiens, ça pourrait être une manne, donc il faut travailler profondément là-dessus. Et si vous travaillez là-dessus, vous allez augmenter les nécessités d'avoir des relations aériennes avec les territoires. Donc vous allez faire arriver de nouvelles couleurs d'avions. Et par la concurrence, toujours, vous allez finir par réduire les prix. Alors, en attendant, comme c'est pas demain, effectivement, il faut compenser. Mais si l'État compense, il ne fait que compenser une situation dans laquelle il a mis les concitoyens ultramarins lui-même. Bien sûr. La responsabilité de l'État est quand même là. Dites-moi, Henri Chalus pour la Guadeloupe, Serge Letchimy pour la Martinique, est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce que vous avez des rapports avec eux pour leur expliquer tout ce qui s'est passé au ministère? Écoutez, c'est des personnes que je respecte. Je les respecte au plus haut point. Pourquoi ? Parce que jusqu'à plus ample informé, Serge Letchimy a été élu démocratiquement, donc il est aujourd'hui le patron de la région Martinique. Henri Chalus, que je connais un peu plus, a été démocratiquement élu à la tête, et pour la deuxième fois. C'est pareil d'ailleurs pour le président Letchimy, qui a été 2 fois. C'est une personnalité extrêmement importante. J'ai pas de rapport direct avec eux. J'en ai un peu plus avec Henri Chalus, que je le connais un peu mieux. Donc effectivement, avant d'arriver là, je suis passé par la Guadeloupe et je suis allé discuter pendant une demi-heure avec Henri Chalus et je lui ai dit tout ce que je vous dis. Il connaît mon discours, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ce qui va sans le dire va parfois beaucoup mieux en le disant. Donc du coup, je suis allé le revoir. Il entend, il me connaît bien. Je crois qu'il me respecte. J'ai moins de proximité avec le président Letchimy, mais je suis tout à fait à sa disposition pour aller parler avec lui s'il le souhaite, pour lui donner les éléments qui sont les miens, et surtout, au-delà, là, on est obligé d'aller un peu vite, parce que c'est une émission de télé, mais derrière, je peux prouver ce que je raconte, donc je peux amener, effectivement, des éléments. En tout cas, concernant Serge Letchimy, je n'ai jamais vu de réaction d'hostilité à mon égard. Il ne m'a jamais été hostile. Je n'ai pas entendu déclarer de choses hostiles, pour l'instant. Mais est-ce que ces deux présidents de région, vu tout ce que vous nous racontez, peuvent intervenir et changer un petit peu la donne, c'est-à-dire rééquilibrer un petit peu les forces? Je pense qu'ils le peuvent, mais ils ne le pourront pas contre l'État. Encore une fois, si vous avez le pouvoir, si vous avez le pouvoir central qui continue à recevoir les lobbies et qui leur donne raison en limogeant un conseiller spécial, je me demande si ça t'est déjà arrivé d'ailleurs, limoger un conseiller spécial. Bon, ils avaient fait mieux, ils s'étaient débrouillés pour limoger Yves Gégaud, qui était ministre. Mais sauf que à l'époque, ça s'était pas fait avec un courrier. Il n'y avait pas eu comme ça une telle attaque. Ça avait été feutré. C'était en Guadeloupe qu'on avait demandé de rentrer. Mais on n'avait pas pu montrer quoi. Et là, certains journalistes de chez vous, extrêmement bien informés, je pense à Bondamanja qui a sorti ça, d'où il sort ses papiers, mais en tout cas, il est parfois extrêmement bien informé. Tout le monde a vu que c'était cousu de fil blanc. Donc voilà. Donc tant qu'il y aura ça, tant qu'effectivement les quelques-uns auront leur rond de serviette à la rue Oudinot, c'est-à-dire au ministère des Outre-mer, tant que le ministre des Outre-mer sera cul et chemise avec les grandes puissances d'argent,
qu'elle soit donc dans les territoires d'outre-mer ou même qu'elle soit à Marseille, puisque le siège de CMA-CGM est à Marseille, ou ailleurs, hein, il y a d'autres, je crois que malheureusement, on va pas y arriver. Hein, malgré le fait que Darmanin soit ministre de l'Intérieur, mais aussi ministre des Outre-mer, il ne pouvait pas réagir, il acceptait tout ce que le secrétaire d'État, M. Darmanin, faisait. Moi, je pense que Gérald Darmanin, il a un ministre délégué. Il n'est pas secrétaire d'État, il est ministre. Il est ministre délégué. Si vous avez un délégué, vous avez un délégué qui prend sa responsabilité politique également. Donc on verra en cas de remaniement ministériel, ça frémit quand même. On se doute bien que le président Macron va prendre un peu de temps, mais enfin la motion de censure qui est passée à quelques voix, enfin vulgairement, le président de la République a eu chaud aux plumes quand même. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui il doit peut-être réfléchir à voir comment consolider une majorité. À ce moment-là, si Monsieur Darmanin reste ministre des Outre-mer et s'il continue avec M. Carenco, il endossera toute la responsabilité politique du trajet de M. Carenco. Pour l'instant, je ne crois pas. Je veux juste, parce qu'il faut être juste aussi. Vous voyez, j'ai été très cash quand même, hein, avec les uns les autres, donc je continue. Gérald Darmanin est extrêmement préoccupé aujourd'hui, essentiellement dans les territoires d'outre-mer, par la sécurité. Il l'est réellement et il l'est sincèrement. Ça, c'est quelque chose, j'ai parlé avec lui de ces sujets. Il a un ministre des Outre-mer, un délégué aux Outre-mer, qui est censé s'occuper du développement des Outre-mer, censé s'en occuper, mais par contre, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il a une responsabilité directe sur la sécurité, et je peux vous assurer, ça c'est clair, et pour être clair et juste, que cette tâche-là, Gérald Darmanin la prend en charge et il l'assume. Donc voilà, j'ai encore une fois pas à donner cette facilité aux uns aux autres, mais puisque je dois dire la vérité, et que je l'aime toujours, et que je suis cash, et que je suis connu comme ça, et pour ça, je vous le dis. Bien. En tout cas, ça fait un moment qu'on me fait comprendre que l'heure largement dépassée, mais c'était très intéressant, M. Dubois, de vous écouter. Et vous parlez cash, vous dites les choses. Je salue ce courage, parce que tout le monde n'a pas ce courage politique de dire les choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait cet honneur de venir à Zouk Télévision, petite télévision. Ouais, c'est super. En tout cas, on vous a reçu avec plaisir. Il n'y a pas de petite télévision, et c'est important parce que le discours doit passer. Et comment on dit chez vous? On dit c'est Grindiri qui a fait sac d'iri? Grindiri qui a plein sac d'iri, oui, qui a fait sac d'iri. Voilà, c'est ça nous a dit? Oui, c'est ça nous a dit. Parlez bien le créole. Je le comprends parce que la première fois quand j'ai commencé à vivre avec ma femme, qui est créole, je cherchais un jour mes lunettes, je les trouvais pas, et je dis mais où est-ce que tu as mis mes lunettes? Et elle m'a dit ouvrez-y à où t'es. Donc voilà, donc il a fallu que je me mette à comprendre. D'accord. Et vu ce que vous avez dit, on suppose que Madame est guadeloupéenne. Madame est guadeloupéenne. Parce que ce sont des termes guadeloupéens. Oui. Mes enfants sont métis, c'est des filles magnifiques. Donc, et je suis un grand amoureux de nos territoires. Enfin, c'est juste super. Je salue vos auditeurs. Merci infiniment de m'avoir permis de m'exprimer chez vous. Et chaque fois que vous revenez à la Martinique, si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Vous savez par qui passer. De toute façon, pour nous joindre, et vous pouvez nous joindre directement, parce que sincèrement, j'apprécie le courage que vous avez eu de dire ce que vous aviez à dire sans faux fuyant, généralement dans le monde politique, il faut avoir politiquement correct, il ne faut pas dire, il ne faut pas... Merci beaucoup, Monsieur Max Dubois. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission, à très bientôt.